L'Olympique de Marseille est en finale de l'Europa League. Et ça fait 14 ans qu'un club français n'était pas arrivé à un tel niveau sur la scène européenne. Et même si globalement tout le monde se souvient de Monaco en 2004 et de Marseille en 2004 justement, l'épopée de Drogba d'un côté, l'épopée de Monaco qui élimine le Real et qui perd contre Porto en finale, de la grande épopée rémoise des années 50, de l'immense épopée stéphanoise des années 70, sans parler de Bordeaux, de Zizou et de Dugas, sans parler de Marseille, de Laurent Blanc en 99 et évidemment de la grande épopée marseillaise de 91 et la victoire en 93 en C1. Et à tout ça on ajoute les deux finales du PSG en 95 et 96, dont la première gagnée évidemment en C2. Je pense qu'on aura fait le tour à peu près des souvenirs communs des fans de foot et des spectateurs un petit peu extérieurs au foot en France. Et dans tout ça, on oublie bien souvent deux finales européennes. Et il est de mon devoir aujourd'hui de vous les remémorer. Voici donc deux finales de clubs français oubliés. Sous Arsène Wenger, Monaco remporte la Coupe de France 91 face à l'ogre marseillais, une finale épique arrachée à la dernière minute par Gérald Passy qui viendra fusiller Pascal Olmeta. Sauf qu'à cette époque, le vainqueur de la Coupe de France se qualifie pour la C2, la Coupe des vainqueurs de coupe, réunissant tous les vainqueurs de Coupe nationale. Et dans l'esprit des gens, la Coupe des coupes était supérieure à la Coupe UEFA. La Ligue des champions réunissait tous les champions, la Coupe UEFA réunissait les équipes classées 2, 3 et 4, et la Coupe des coupes, les vainqueurs de coupe. Alors oui, petit détail qui a son importance, tous les matchs étaient à élimination directe. Il n'y avait pas de phase de poule comme aujourd'hui. À la vie, à la mort, dès le premier tour. Et donc Monaco affronte en 16e de finale Swansea. Pas le Swansea actuel, membre de la Première Ligue, club plutôt riche, le Swansea de l'époque, un champion du Pays de Galles. Un petit 1-2 chez eux, de quoi s'assurer une marge pour la qualification, et un 8-0 au retour. Balayé, direction les 8e. En 8e de finale, rebelote face à un modeste club suédois, Norrköping, victoire 1-3 sur l'aller-retour, rien à dire. En quart de finale, en revanche, premier gros morceau. C'est la Roma qui se présente face à eux. La Roma de Aldaïr et de Rudi Völler. 0-0 au stade olympique dans une ambiance acharné, et c'est seulement un petit but de Rui Barros au match retour juste avant la mi-temps qui suffira au bonheur du joueur du Rocher. En demi-finale, le Feyenoord Rotterdam, et à l'époque le Feyenoord c'était l'un des meilleurs clubs d'un des meilleurs pays de football au monde. Et le match aller est d'ailleurs des plus compliqués. Dès la 9e minute, les Rotterdamois ouvrent le score sur un magnifique coup franc joué à deux. Patrick Valéry égalisera d'ailleurs à la 26e minute, et il n'y aura plus d'évolution du score jusqu'à la fin. Et là, retour à Rotterdam dans l'infernal De Kuip. De Kuip, c'est une cathédrale, une ambiance de dingue. Et là, les Monégasques ont décidé de la jouer culottée. 34e minute, le grand George Weah profite d'une énorme erreur de la défense et va marquer pour faire taire tout le stade. Monaco tire jusqu'à la mi-temps, retour des vestiaires, 54e minute, un contre fulgurant joué en 3 passes. George Weah se retrouve seul, échoue face au gardien, mais Rui Barros a bien suivi. 2-0. Le stade est en larmes. Le coup est quasiment parfait pour les Monégasques qui doivent juste gérer leur avance, parce qu'un match nul de 2, évidemment, les qualifie à la différence de but à l'extérieur. Une minute après, les Hollandais réduisent le score. Les Hollandais vont continuer à attaquer. Les rouges et blancs de Feyenoord vont être en passe de marquer à plusieurs reprises, mais la défense tient. Et ils finissent par égaliser à la 88e. À l'époque, il y a très peu d'arrêts de jeu. Le coup d'envoi est donné, Monaco fait tourner le ballon, un long dégagement et le match est terminé. L'exploit est fait, Monaco est en finale. Et c'est donc une première dans l'histoire du foot français, avec deux clubs différents qui jouent deux finales 2 années consécutives. Et malheureusement, la finale est programmée le 6 mai 1992. Et si vous vous êtes pas demandé pourquoi le 5 mai dernier, il n'y a eu aucun match de foot sur le territoire français, voici la raison. Le 5 mai 1992, lors d'une demi-finale Bastia-Marseille à Furiani, où à l'époque Bastia, c'était un événement exceptionnel, il y a un drame. L'une des tribunes temporaires posées pour l'occasion, la demande était tellement énorme que pour affronter l'ogre marseillais, les Bastiais avaient agrandi le stade. L'une de ces tribunes temporaires s'écroule. Et c'est un véritable drame. 18 morts et plus de 2300 blessés. Petit aparté, moi je suis pour que cette journée soit banalisée de tout sport en France. C'est un drame beaucoup trop important pour qu'on l'ignore, que ce soit un samedi, un dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine. Plus de sport le 5 mai. Et donc la finale, Monaco joue son match dans l'anonymat le plus total. 2-0 contre le Werder de Brême. Les têtes n'y étaient pas, personne n'y était, et je pense que tout le monde a oublié cette finale parce qu'elle s'est passée le 6 mai 1992, mais je voulais quand même saluer tout le parcours monégasque qui avait été déjà à l'époque surprenant. Et puis surtout, je voulais rendre hommage aux joueurs qui composaient cet ASM. Bon, déjà à l'entraîneur, Arsène Wenger, qui vient juste de se retirer d'Arsenal après 20 ans de bons et loyaux services. Et puis cet ASM, c'était Rui Barros, Georges Weah, Youri Djorkaeff, Emmanuel Petit, Claude Puel, Luc Sonor, Jean-Luc Ettori. Une immense génération de joueurs qui auraient juste eu le malheur de tomber en même temps que l'OM, tout simplement. Ils arriveront quand même pendant ce temps-là à finir 2e 3 fois d'affilée et également à arracher une Coupe de France. Maintenant, je vais vous parler peut-être de
la plus belle épopée qu'un club français n'ait jamais faite. Et je vais vous parler du Sporting Club de Bastia. À l'époque, le Sporting Bastia, c'est pas beaucoup de moyens, mais la meilleure attaque du championnat. Ils finissent 3e du championnat en 1977 et décident de recruter Johnny Rep, grand membre de l'équipe des Pays-Bas championne d'Europe et surtout ancien de l'Ajax. Et donc cette 3e place leur donne accès à la Coupe de l'UEFA en 1978. Et premier tour, le Sporting Portugal. Les Portugais sont clairement favoris. De toute façon, globalement, tous les clubs que vont affronter Bastia, Bastia sera le petit poussé. Et là, les Lisboètes vont découvrir Furiani. Malgré que le Sporting mène au score par 2 fois, les Bastiais vont surmonter ça grâce à un triplé de Félix et remporter le match 3-2. Et au match retour, c'est là que l'exploit est né et que la légende va commencer. Le Sporting mène à 0, ils sont sur le point de se qualifier sans grande difficulté et dans les 5 dernières minutes, Rep et Devigne marquent et gagnent le match. Les Bastiais remportent le match, une première historique dans l'histoire du football français. Au tour d'après, Newcastle, pas chouinard sur le tirage les mecs quand même, hein. Match aller à la maison, encore une fois une ouverture du score concédée et encore une fois une victoire arrachée par Papy à la 89e minute. Bastia va en Angleterre avec une toute petite avance. Mais le vrai récital il a lieu au match retour. Les Corses arrivent à St James Park, l'un des plus hauts lieux du football à l'époque. Johnny Rep est littéralement intenable, personne n'arrive à mettre la main dessus et marque dès l'entame. Et De Gerbi limite 3 minutes plus tard. Les Corses mènent 2-0 et même si les Magpies marquent avant la mi-temps, c'est terminé. Il faut qu'ils en mettent encore 3, ils n'arriveront jamais à le faire. Les Bastiais remportent ce match 2-1. Ça fait donc 4 victoires sur la scène européenne consécutive, un nouveau record. En 8e de finale, le Torino. Et là je vous parle du Toro, qui était une référence européenne à l'époque. Une école de jeu, un style vraiment à 100%. Tout le monde craignait cette équipe. Même si elle n'a pas gagné beaucoup de trophées, tout le monde avait peur de jouer contre elle. Et encore une victoire à l'arrache à domicile pour les Bastiais. 2-1 grâce à Rep et à Papy, les véritables machines à scorer sur la scène européenne. Et au retour, la presse italienne promet l'enfer au Stadio delle Alpi de Turin, au Bastiais, dans une ambiance glaciale, match en plein mois de décembre dans le nord de l'Italie. Et là, 10 000 Bastiais vont faire le déplacement. 19e minute, Lorios conclut un mouvement sublime. Je vous assure que j'ai vu beaucoup de buts, la vitesse de jeu a changé dans le football, mais ce but-là, je vous le conseille d'aller le voir en entier, il est en description de la vidéo, comme tous les résumés vidéo des matchs que j'ai pu retrouver sur internet. Une action sublime, un but de Lorios à 19e qui vient installer vraiment les Bastiais dans les meilleures dispositions. Et pourtant c'est compliqué, Graziani met un doublé, les deux équipes sont égalité, mais l'attaquant marocain du Sporting, Krimoui, a décidé que c'était son heure. Un doublé alors que le Taureau pense avoir fait le plus dur. Score final 3-2. Bastia est en quart de finale. Et en quart, un petit peu de clémence avec le club de Zena, un club est-allemand dont on ne savait pas grand-chose et dont on ne se souviendra pas, 7-2 à l'aller. Mais malheureusement, les Bastiais vont perdre leur premier match au retour, 4-2, mais ce n'est pas grave, le Sporting est en demi-finale. Et la série de victoires consécutives sur la scène européenne est donc de 7. Record toujours détenu par les Bastiais. Et donc en demi, ce sont donc les Grasshoppers de Zurich, les sauterelles. Et pour une fois, le match aller est à l'extérieur. Et les Suisses à domicile vont plutôt lâcher les chevaux. Malgré un match accroché, ils vont le remporter 3-2 de très très belle manière. Et au match retour, on se dit que tout est possible. Clairement, 3-2, c'est pas insurmontable, surtout avec tout ce que Bastia a fait avant. Mais le retour est très frustrant. Les Grasshoppers, qui à l'époque étaient l'une des meilleures défenses d'Europe, tiennent la baraque. Ils ont un but d'avance, tout va bien. Et c'est seulement la 67e sur l'une des très rares occasions bastiaises que Papy marque enfin. Les Grasshoppers qui avaient passé leur temps à défendre n'arriveront plus à attaquer. Bastia est en finale. Finale contre le PSV Eindhoven. Et comme je l'avais dit pour Feyenoord, là c'est encore plus vrai pour Eindhoven. Dans les années 70, le football hollandais est tout en haut. Le meilleur joueur du monde s'appelle Johan Cruyff, la meilleure sélection du monde qui gagnera seulement un euro et fera 2 finales de Coupe du Monde, c'est les Pays-Bas. Nous sommes en plein dedans. Ah oui, encore un nouveau détail, la finale est en match aller-retour. Ouais, je sais, c'est moche. Alors déjà, pour que vous compreniez toute la folie qui s'était emparée de la ville ce jour-là, en description, encore une fois, je vous mets un magnifique documentaire de Jacques Tati, à qui on avait demandé de filmer la ville ce jour-là, et il est magnifique. Vous allez comprendre toute la ferveur qui a animé l'île de Beauté, enfin le nord de l'île de Beauté pour cette journée-là. Tout est sublime, voilà, vous avez tout. Et vous avez surtout le plus grand drame de cette finale. On le voit pas très bien dans les images, mais à 1 heure du coup d'envoi, un orage méditerranéen. Alors pour ceux qui connaissent les orages méditerranéens, ils vont très bien voir de quoi je parle. Un orage immense s'abat sur Bastia. Je vous laisse voir dans le documentaire, il y a carrément des piquets qui sont posés dans le sol qui rentrent d'1 mètre. La pelouse n'est pas praticable, on ne peut pas jouer au football. Mais le problème c'est qu'on est en 78, c'est qu'il y a la Coupe du Monde derrière ma petite dame, et que c'est un match aller-retour. Ben non, on déplace pas, on joue le match, 0-0. Il ne s'est rien passé, malgré l'ambiance, malgré la furie. Et Bastia arrive donc, sans l'avantage habituel de jouer à domicile, à Eindhoven, et ils vont se faire manger tout cru, 0-3. Mais ça n'enlève rien à tout leur parcours, à Johnny Rep, à Papy. Ils ont sorti le Sporting, Newcastle, le Torino, la meilleure défense d'Europe, les Grasshoppers, pour perdre face à un ogre hollandais. Il n'y a aucune honte à cela. Et je pense sincèrement que c'est le plus beau parcours
rapport force de l'équipe et les équipes qu'ils ont éliminées, de toutes les équipes françaises sur la scène européenne confondues. Et c'est pour ça que je voulais faire précisément cette histoire du sport. Parce que malheureusement, ces deux équipes-là, Monaco et Bastia, on les oublie trop souvent. Et il me semblait important de les remettre sur le devant de la scène. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode hors série vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis salut les pégus.